Allez, bonjour à vous tous. On voit déjà les gens en train d'entrer directement dans le webinaire. On va commencer dans une minute. Donc, entre-temps, encore une fois, dites-nous, est-ce que c'est votre premier webinaire, votre deuxième webinaire de la journée? D'où vous nous regardez aujourd'hui? Puis, quel organisme vous représentez? On commence à avoir des gens. Excellent. Donc, n'hésitez pas à écrire directement dans la boîte de clavardage ici. Est-ce que nous avons les mêmes personnes que tantôt? Ce sont des nouvelles personnes. Inscrivez dans la boîte de clavardage d'où vous nous regardez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il fait beau soleil? Quel organisme vous représentez? Excellent. Bien, bienvenue à cette deuxième séance de la journée plein feu sur la création et l'actualisation de programmes de formation en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique. Bonjour à ceux et celles qui se joignent à nous pour ce premier webinaire ou à votre premier webinaire et à ceux et celles qui étaient avec nous tantôt. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada par l'entremise de la feuille de route 2018-2023, Investir dans nos communautés. C'est aussi rendu possible grâce aux partenaires nationaux de la CEFC dans le dossier de la petite enfance, la Commission nationale des parents francophones, les conseils scolaires, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada et la Société Santé en français. Donc, je suis Mélanie et je suis votre animatrice pour toute la série des webinaires plein feu. Dans les prochaines minutes, vous assisterez aux présentations des initiatives de l'Université Sainte-Anne, du Collège Éducation et du Collège Boréal. On vient de me mentionner que la boîte de clavardage ne fonctionne pas. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait y voir, s'il te plaît? Merci, Madame Beaulieu. À la suite de chaque présentation des initiatives, je vais inviter vraiment nos invités à venir échanger avec moi brièvement à propos de leur initiative. Et à la fin de toutes les présentations, je vais réinviter nos invités afin de discuter sur cette grande thématique de cette deuxième séance de l'après-midi. C'est à ce moment que vous pourrez poser directement vos questions. Vous pouvez les noter aussi tout au long du webinaire. Si ça vous trotte en tête, n'hésitez pas, inscrivez-le dans la boîte questions-réponses. De cette façon, je vais pouvoir les poser directement à nos invités. Nous commençons tout de suite, sans plus tarder, avec la première présentation, celle de l'Université Sainte-Anne. Donc, bonjour, mon nom c'est Nathalie Georges. Je suis coordinatrice de projet en éducation et professeure collégiale au niveau d'éducation en petite enfance avec l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Donc, notre initiative consiste en l'évaluation et mise à jour du programme existant d'éducation à la petite enfance, qui est un programme offert en 2 ans avec l'université. Cette initiative a vraiment été instaurée pour répondre aux besoins évolutifs de notre communauté et vraiment s'aligner avec le cadre pédagogique d'apprentissage des jeunes enfants capables, confiants et curieux en Nouvelle-Écosse. Elle vise également aussi à s'adapter à la qualité ça compte et au modèle de la pyramide, qui est un modèle au niveau inclusif et développement socio-affectif des enfants. Notre programme avait besoin d'une révision car la dernière révision datait de 2012 et on avait besoin de se conformer aux normes postsecondaires en éducation à petite enfance que le ministère a mis en place à partir de 2018. Donc, notre objectif, c'était vraiment de cerner les besoins d'amélioration et d'expansion au niveau du programme pour notre communauté francophone, surtout au secteur de l'éducation en Nouvelle-Écosse et aussi dans les provinces atlantiques. Alors, en quoi est-ce que ça constituait? C'est ça, notre initiative, elle a vraiment visé à évaluer et à mettre à jour tout notre programme d'éducation à la petite enfance,
au niveau de l'université. Notre programme est vraiment entièrement offert en ligne et il prépare nos éducateurs, nos étudiants et étudiantes à travailler dans des services de garde et aussi dans les milieux prématernels, au niveau, dans les conseils scolaires acadiens. La dernière révision qui datait de 2012, depuis lors, hein, on a eu vraiment beaucoup d'importants changements au niveau de l'introduction du cadre pédagogique capable, confiant et curieux. En 2018, on a eu aussi une initiative provinciale au niveau de la qualité 50, un programme pour l'amélioration continue dans les services de garde. On a eu aussi tout ce qui était des nouvelles normes postsecondaires en éducation de la petite enfance et les compétences en 2018 qui ont été mises en place pour les éducateurs. Donc, notre programme avait vraiment besoin d'être mis à jour pour pouvoir répondre au niveau de ces normes et qui sont été mis en place de 2018 et notre programme était de 2012. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc, notre initiative le projet a vraiment été suivi avec 4 grandes phases. Donc, notre première phase consistait vraiment à la soumission de notre projet dans le cadre d'appel d'offres de la CUFC. Et on a aussi créé un comité directeur avec plusieurs membres du niveau collégial. La deuxième phase a vraiment été une évaluation approfondie de tous les cours de notre programme de 2 ans par le biais de sondages qui ont été envoyés à des étudiants, d'anciens étudiants et aussi auprès de professionnels en éducation au niveau de la province. De là, on a fait tout un rapport de données. Des points forts qu'on sortit, c'était vraiment tout notre programme était de l'accessibilité, tout ce qui était la souplesse, la disponibilité aussi de notre personnel et plusieurs points à améliorer ressortis comme notre alignement évidemment avec le cadre pédagogique de la Nouvelle-Écosse, tout ce qui concerne l'inclusion, la diversité culturelle et aussi tout ce qui était nos pratiques pour que nos étudiants répondent mieux aux besoins de la communauté en situation minoritaire. Notre troisième phase était vraiment de faire une comparaison aussi avec des programmes en éducation de la petite enfance du côté anglophone qui avaient déjà fait une mise à jour par rapport aux normes postsecondaires en éducation. Et aussi, on a fait plusieurs groupes de discussion avec des étudiants, anciens étudiants et des professionnels en éducation, en petite enfance. Et la dernière phase, c'était vraiment la soumission d'un document auprès du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance afin de valider tout ce que nous proposions comme mise à jour des cours et de notre structure de programme. Au niveau des partenariats, on a vraiment pu créer un partenariat avec le conseil scolaire acadien provincial afin qu'on a voulu envoyer un sondage auprès des étudiants de la 9e à la 12e année dans les écoles secondaires francophones afin de pouvoir recueillir des données. Par le biais, on a vraiment dû travailler proche avec le CSAP et surtout la conseillère en communication pour valider et pouvoir envoyer ça. Malheureusement, la pandémie nous a fait certains défis et on n'a évidemment pas pu vraiment recueillir ces données-là dû à le block-out. Au niveau de défis rencontrés, donc au début du programme, on a eu un changement de coordinatrice de projet. On a dû aussi tous les retards dus en raison de la pandémie et de tout ce qui a été des vacances d'été, l'accessibilité. On a aussi eu une faible participation initiale au sondage. On a eu plusieurs retards au niveau du trimestre qui a impacté aussi sur les consultations et les groupes de discussion et aussi un gros délai au niveau de la révision-validation par le ministère de l'Éducation. De cela, vraiment une incapacité à atteindre le résultat 3 immédiatement. Donc, plusieurs solutions qui ont été apportées. On a fait un ajustement vraiment des échéanciers des activités. On a pu réduire le nombre de consultations, de groupes de discussion initialement prévus à 2 consultations, mais plus importantes. On a pu vraiment aussi faire des modifications de l'échéancier auprès de la CUFC afin de pouvoir vraiment s'adapter avec nos rapports finaux. Quels ont été les principaux impacts? Cette initiative nous a vraiment permis de comprendre profondément les besoins du secteur de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. On a vraiment pu faire une réviser le programme en accord avec toutes les nouvelles attentes pédagogiques, l'amélioration aussi et la préparation des éducateurs tout en renforçant leurs compétences au niveau linguistique, francisation et aussi tout ce qui était l'accueil, l'accompagnement aussi, autant des élèves
que les parents en contexte minoritaire. Et au niveau des retombées, ben, c'est ça, les retours de sondage, tout ce qui était les entrevues ont vraiment pu mettre en évidence l'importance de la construction identitaire, la francisation dans nos contextes en situation minoritaire et aussi tout ce qui est notre projet a vraiment prévu d'approfondir tous ces aspects-là dans les cours pour pouvoir mieux répondre aux besoins de notre communauté, préparer nos éducateurs à mieux être armés face avec des bonnes compétences à ce niveau-là. Donc, voilà, donc notre projet, c'était vraiment au niveau de la mise à jour pour s'assurer de répondre à tout ce qui est amélioration continue, la qualité, répondre aux attentes avec les capables, confiants, curieux, mieux préparer nos éducateurs avec le contexte minoritaire. Et alors, si vous voulez en apprendre davantage sur notre initiative, vous pouvez consulter notre site web, donc www.usantan.ca ou alors www.étudescollégiales.ca. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'inviterai maintenant Madame Georges à se joindre à moi à l'écran. Bien, je suis bien heureuse de voir que l'importance de mettre en évidence la construction identitaire se retrouve au premier plan des retombées de vos consultations. C'est magique, c'est tellement important en plus. Ça va bien? Oui, bonjour. Oui, Bonjour à tout le monde. excellent. Bonjour. N'hésitez pas, les gens qui sont dans le webinaire, vous avez des questions à poser directement à Mme Georges, inscrivez-les dans la boîte questions-réponses et ça va me faire plaisir de lui poser pour vous directement. Ces coordonnées sont également directement dans la boîte de chat. Donc, sans plus tarder, de quelle façon avez-vous choisi d'intégrer les concepts d'inclusion et de diversité culturelle au programme que vous avez mis à jour? On les a intégrés de différentes façons. Vraiment, c'est assuré que tous les cours, on ait la perspective, une perspective de l'intégration, intégrer de l'inclusion et tout ce qui était aussi la diversité culturelle. Donc, dans chaque cours, on veut s'assurer de promouvoir les pratiques sensibles à la langue et à la culture. Donc, par le biais donc, dans notre cours est en ligne, donc on s'assure que dans chaque cours, dans les questions de discussion de forum, il y a des questions en perspective, en lien avec la diversité culturelle ou en lien avec les pratiques justement sensibles à l'inclusion. On s'est assuré aussi dans chaque cours de développer au moins des activités pratiques en lien aussi avec ces questions-là. Donc, on veut vraiment pouvoir faire le lien avec la pratique. Évidemment, aussi avec notre cadre pédagogique, un des derniers modules est aussi porte sur les pratiques sensibles à l'inclusion et à la langue et à la diversité culturelle. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça se retrouve dans tous les cours. Il faut qu'on ait promouvoir ces pratiques-là. Je dirais aussi qu'on a mis aussi plusieurs études de cas. On s'assure d'avoir aussi des études de cas qui sont en lien. On s'est aussi assuré que dans chaque cours, on utilise un langage inclusif aussi et qui reflète aussi ces pratiques-là. Et on veut s'assurer que tous les étudiants qui sont aussi beaucoup de cultures diverses puissent se retrouver, se sentent respectés tout au long des cours qu'ils suivent. Puis aussi, on avait un cours qui portait sur la francophonie canadienne, mais ce cours-là, on l'a approfondi pour s'assurer que, donc maintenant, c'est un cours qui s'appelle francophonie canadienne et diversité culturelle. Donc, c'est un cours vraiment qui est en lien sur la diversité culturelle et l'inclusion, tout en ayant aussi toute une partie sur le contexte minoritaire. Donc, on veut vraiment renforcer ça à travers tous les cours. C'est une belle initiative d'avoir ajouté vraiment ce cours-là. Est-ce qu'il est disponible hors de votre province? Oui, mais en fait, on a quelques étudiantes qui suivent notre programme en ligne qui sont dans l'Ontario. On a des fois quelques étudiants de l'Ontario. On a aussi des étudiants qui viennent de Nouveau-Brunswick qui ont déjà suivi nos cours. Puis je pense que on a déjà eu aussi quelques étudiants de l'Alberta aussi. Donc oui, nos cours se fait entièrement en ligne de manière asynchrone. Puis évidemment avec les stages qui sont dans les services de garde, mais ça se fait, oui. Donc on est disponible pour les autres programmes. C'est excellent. Qu'est-ce qui explique vraiment l'expansion des besoins de services de garde dans votre province? Alors, la Nouvelle-Écosse, les dernières années, est vraiment en grand boom, on va dire ça, avec un accroissement de la population. Donc, notre province a vraiment, surtout les dernières années, une population très croissante, et notamment la population francophone. On a vraiment une augmentation dans l'immigration francophone qui arrive en Nouvelle-Écosse.
ce qui fait qu'on était déjà avec des listes d'attente, surtout sur la grande région métropolitaine de Halifax, dans les garderies francophones. Donc, c'est sûr qu'on a un besoin qui s'agrandit au niveau francophone et plus on a de besoins pour les enfants en garderie francophone, évidemment, plus on a besoin d'avoir des éducateurs francophones qui puissent être embauchés dans nos centres. Donc, c'est sûr qu'on a une demande énorme aussi au niveau de pouvoir, comment que nos étudiants puissent suivre et se former en Nouvelle-Écosse en français. Est-ce que vous avez vu un taux de participants, participantes accru à vos programmes? Oh, je n'ai pas vraiment fait je sais pas vraiment le pourcentage. Je pense qu'on est toujours en maintien. Je pense ça dépend les années, on a un peu plus de monde ou non, mais on a constamment des nouveaux étudiants qui s'inscrivent. Notre clientèle est beaucoup des éducateurs qui travaillent déjà, donc c'est sûr qu'on travaille en partenariat aussi avec les centres de petite enfance en Nouvelle-Écosse, que quand ils ont des nouvelles employés, parfois ils engagent des employés avec un parcours qualifiant, donc ils sont engagés, puis évidemment les employés s'engagent à suivre leur formation et généralement, bien évidemment, c'est avec l'Université Sainte-Anne qui suivent le programme en petite enfance. Donc, c'est excellent. Bien, merci, Madame Georges, de votre implication et votre participation aujourd'hui. Nous allons nous retrouver à la fin de ce webinaire ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les coordonnées de Madame Georges sont directement dans la boîte de clavardage, donc n'hésitez pas à communiquer directement avec elle ou de mettre votre question dans questions-réponses et je vais lui poser à la fin de ce webinaire. Regardons maintenant la prochaine présentation, celle du Collège Éducation de la Colombie-Britannique. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Cristina Murciano et je suis la coordonnatrice des projets en petite enfance au Collège Éducacentre, le seul collège francophone à Vancouver, en Colombie-Britannique. Grâce au financement obtenu, nous avons réalisé un projet collaboratif de formation en éducation à la petite enfance par et pour la communauté francophone en Colombie-Britannique et au Yukon. L'initiative consiste à développer des activités établies par nos deux communautés pour mieux répondre à nos besoins et renforcer notre identité francophone. Plusieurs considérations nous ont conduit au choix de ces activités. Un fort demande de formation initiale en petite enfance adaptée, car malheureusement, la Colombie-Britannique demeure l'une des seules provinces à ne pas disposer de son propre programme en français pour assurer la formation d'éducateurs et éducatrices qualifiés en petite enfance. Aussi, la nécessité d'offrir un service RASP, reconnaissance d'acquis scolaires et professionnels, et un besoin de formation continue pour maintenir le personnel éducateur en poste. Afin de répondre à ces besoins concrets, nous avons réalisé plusieurs activités. Un programme de formation initiale en petite enfance, qui intègre la dimension francophone et la construction identitaire. Un service de reconnaissance des acquis scolaires et professionnels qui favorise l'intégration rapide du personnel qualifié. Des formations continues qui renforcent les capacités professionnelles, valorisent la profession et le maintiennent en poste. La mise en œuvre d'une campagne de promotion massive a également contribué à promouvoir davantage la profession et le maintien en poste. Notre programme de formation initiale en petite enfance comprend 23 cours développés sur différents sujets de la petite enfance qui ont été dynamisés, transférés sur notre plateforme. Pour ce faire, nous avons travaillé avec une grosse équipe de 14 spécialistes des contenus, 5 conseillères pédagogiques, 12 réviseurs et 5 experts techniques. Le fastidieux processus d'approbation provinciale et la recherche des spécialistes francophones de la Colombie-Britannique et du Yukon ont été nos plus grands défis. Mais, après une longue attente, nous sommes heureux de vous annoncer que le collège, parce qu'il est francophone, a obtenu une exception et pourra finalement offrir le programme à partir de cet hiver. C'est une grande victoire pour la communauté francophone. La mise en place d'un service RASP permettra aux éducateurs de faire valoir leur expérience de travail ou
les crédits obtenus dans une autre institution vers la reconnaissance de certains cours du programme. Ce faisant, les éducateurs pourront obtenir une certification plus rapide afin de combler la pénurie de personnel disponible pour travailler dans les garderies. Nous avons fait appel à l'expertise du Collège Marie-Victorin au Québec, expert dans le domaine, pour nous guider dans le développement d'outils. Nous allons donc développer la RASP pour 8 cours du programme. Difficultés rencontrées? C'était adapter l'expertise apprise par ce collège à notre réalité, passer donc de la théorie à la pratique. Offrir une formation continue contribue à renforcer les capacités professionnelles. Voici nos formations: adultes responsables, supervision des stagiaires et administration des gestions de centres de la petite enfance. Ce volet a été plus facile à réaliser car nous étions en plein contrôle du développement et de l'offre. Nous n'avons dû attendre aucune approbation externe. Concernant la campagne digitale massive que nous avons menée, 2 vidéos promotionnelles ont été réalisées. Une carrière en éducation, une vidéo qui incite les étudiants à choisir la profession d'éducateur. Valorisation de la profession, une vidéo qui explique la situation de la profession en Colombie-Britannique. Pour conclure, nous sommes fiers d'avoir obtenu les résultats escomptés grâce à votre financement. Une formation initiale en français complète est donc accessible à tous et on prévoit une vingtaine d'étudiants. Un service RASP prêt pour plusieurs cours et des formations continues accessibles. Actuellement, nous comptons 172 inscriptions. Pour connaître davantage sur nos programmes, je vous invite à visiter notre site internet www.educacentre.com ou je vous invite à nous écrire à info@educacentre.com. Merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. Au revoir. Merci pour votre présentation. J'inviterai maintenant Mme Murciano et Mme Thibault à se joindre à moi. Excellent. Bien, félicitations pour avoir rassemblé une si grande équipe engagée pour la réalisation de votre projet, votre initiative. C'est quand même beaucoup de gens rassemblés autour d'une vision commune. Ça doit avoir pris beaucoup d'efforts de votre part. Oui, tout à fait. On est très contents et très fiers. Je pense que Christina l'a bien résumé, en fait. Et on est allé chercher des spécialistes un peu partout en Colombie-Britannique et aussi au Yukon pour bien représenter le programme et les besoins de la communauté. Excellent. On a quelques commentaires du public, dont un qui dit bravo au Collège Éducation pour les belles formations proposées si précieuses en Colombie-Britannique et bravo pour avoir reçu l'approbation. Donc, c'est super. Selon votre expérience, quelle est la valeur ajoutée d'un programme qui est fait vraiment développé par et pour les francophones? Je me permets de répondre. Bonjour à tout le monde. La valeur ajoutée, c'est sûr, est que le programme a été fait sur mesure, justement pour former les francophones et essayer de combler la pénurie du personnel éducateur dans la petite enfance. Donc, il tient vraiment compte des besoins de la communauté francophone en soi. Si je peux me permettre, je dis parce qu'il a été développé par des spécialistes qui sont francophones. Donc, ils travaillent sur le champ. Et c'était un peu notre défi au début de trouver des experts francophones et avec des connaissances approfondies, mais ils ont bien focusé sur les nécessités et les besoins de notre communauté. Et parce qu'évidemment, les formations s'adressent à un public francophone. Donc, le contenu des cours, que ce soit notre formation initiale qu'on a mis en place et tant que les formations continuent, comble vraiment toutes les nécessités et tiennent en considération les sujets et thématiques qui sont à cœur de la communauté francophone pour les former, travailler comme personnel éducateur. Ça fait une différence quand c'est fait par et pour la compréhension du milieu, de notre culture, parce que la langue, c'est pas juste la langue. Pour nous, en francophonie canadienne, c'est notre culture également.
Donc, bravo. D'autres personnes mentionnent bravo et bonne continuation au Collège Éducation. Donc, continuez à insérer vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de pouvoir les lire. Je suis certaine que ça valorise votre travail et vos efforts que vous avez faits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans questions-réponses. Ma prochaine question, qu'est-ce qui fait peut-être, OK, je vais en revenir à celle-là, mais quelles sont les spécificités des systèmes de reconnaissance des acquis pour les professionnels directement dans le domaine de la petite enfance? Je vais me permettre de répondre. Bonjour à tout le monde. En fait, les collèges de la Colombie-Britannique sont responsables dans le domaine de la petite enfance de proposer ou pas cette option aux étudiants qui ont de l'expérience professionnelle. Évidemment, pour nous, le Collège d'éducation, c'était très important de pouvoir offrir, comme Christina le mentionnait dans sa présentation, parce que ça permet aussi aux étudiants d'être formés plus rapidement et de faire valoir leur expérience qui est tout à fait valable et aussi répondre aux besoins de la pénurie. Donc, le collège qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, en fait, aller chercher l'expertise du Collège Marie-Victorin. C'est le spécialiste au Québec. Et on a fait une formation avec eux, avec nos enseignants aussi, qui ont les spécialistes de contenu, qui ont développé le programme pour aller vraiment connaître leur expertise, parce que ça fait longtemps qu'ils le font. Et on s'est inspiré, en fait, de cette expertise pour adapter nos propres outils. Donc, on est fiers de dire que grâce aussi au financement, on a pu développer 8 outils. Quand on parle d'outils, ça équivaut à un cours. Donc, l'étudiant, en d'autres termes, peut obtenir jusqu'à 8 cours via la reconnaissance des acquis professionnels et donc ainsi accéder plus facilement et plus rapidement au marché du travail. C'est très bien. Quel est l'élément, la valeur ajoutée de votre programme, l'élément différenciateur, là? On a vu beaucoup d'initiatives qui sont présentées depuis la semaine dernière, cette semaine, mais chez vous, là, si quelqu'un s'inscrit à votre programme, là, quelle est la valeur ajoutée? En fait, Que tous vous les cours ont diriez? été vraiment actualisés. Parce qu'au collège, il faut dire que nous, on offrait déjà la formation, mais avec un collège partenaire anglophone. Donc, les cours ont été actualisés. On a mis aussi toute la dimension francophone, la réalité dans les cours, parce que ça faisait pas partie du programme qu'on offrait avec notre partenaire anglophone. Donc, pour nous, c'est très facile de vendre à tous les francophones de la Colombie-Britannique et du Yukon cette formation-là qui a été adaptée, mise à jour. Voilà. Excellent. Ben merci. Merci de votre participation aujourd'hui et surtout de votre engagement à ce projet qui est tellement prometteur pour la francophonie de l'Ouest canadien. Donc, maintenant, allons visionner la prochaine présentation, celle du Collège Boréal. Donc, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de vous parler de notre projet que nous avons mené, intitulé Leadership et administration en service à l'enfance, une formation continue pour les professionnels du domaine. Je me nomme Danielle Roy, je suis la gestionnaire de Boréal en ligne, le campus à distance du Collège Boréal, et je travaille à partir du campus principal à Sudbury, en Ontario. Donc, pour vous introduire à notre projet, nous avons développé 4 micro-certificats en petite enfance, dont communication et relations publiques, gestion des ressources humaines, leadership et gouvernance, ainsi que leadership pédagogique en petite enfance. Avec ces 4 formations, nous avons aussi mis en place un plan d'accompagnement pédagogique par des coachs afin de favoriser la réussite et la rétention des étudiants. Donc, nos buts avec ce projet étaient d'élargir l'offre de nos formations dans le domaine de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. En plus, ce projet voulait aussi former les leaders pédagogiques de demain et renforcer les compétences des leaders qui sont existants dans le domaine, et tout en favorisant le maintien en poste des travailleuses du domaine avec une formation à distance. Notre formation de haute qualité a aussi fait en sorte de bien outiller les professionnels du domaine, voulant dire que nous sommes capables d'offrir des services de garde à l'enfance efficacement et de haute qualité. Et finalement, le but ultime, c'est de lutter contre la pénurie chronique du personnel qualifié.
Donc, pour développer ce projet, nous avons adapté notre programme post-diplôme d'administration en service à l'enfance. Donc, nous avons développé 4 microcertificats dans divers domaines d'intérêt à partir des cours qui existaient déjà dans notre programme. Donc, chaque formation ou chaque microcertificat comprenait 3 cours qui étaient offerts en distance et en mode hybride avec des séances Zoom en soirée. Donc, cette formule permettait à l'étudiante de se former en petites bouchées à temps partiel et c'était vraiment idéal pour les professionnels du domaine. Une fois que les 3 cours sont complétés, la personne reçoit un certificat et si elle décide de poursuivre ses études dans le post-diplôme, elle aura déjà 3 cours de compléter. Nous avons aussi mis en place notre modèle d'accompagnement pédagogique qui était destiné aux participants du programme et offrait un soutien tout au long de leurs études par des coachs et des mentors qui étaient des éducatrices chevronnées du domaine. Donc, pour les prochaines étapes du projet, il fallait adapter, comme j'ai dit, notre programme d'administration en service à l'enfance en 4 microcertificats, donc modification de 12 cours au total, et incorporer un langage commun afin d'offrir ce programme partout au Canada. Nous avons aussi créé des outils pédagogiques pour nos accompagnateurs et mentors afin de bien appuyer nos étudiants dans le programme. Donc, par exemple, nous avons créé des documents de référence sur divers sujets comme sur la gestion du stress, gestion du temps, des trucs pour les études, afin que les accompagnatrices puissent bien intervenir auprès des étudiantes. Et tout cela voulait dire qu'il fallait former nos professeurs et nos accompagnatrices pédagogiques pendant ce temps. Avec ce projet, nous avons aussi développé une trousse pour les nouveaux étudiants. Donc, pour certaines personnes, cette formation voulait dire une première fois, les études à distance pour une première fois. Donc, un guide était préparé afin de bien les intégrer dans les études à distance. Ce guide comprenait des informations au sujet de l'utilisation de Zoom, la commande de manuels à distance, comment retrouver ses cours, etc. Puis après toute cette planification-là, il fallait ensuite développer une campagne promotionnelle du programme. Donc, une campagne numérique a été lancée à quelques reprises pendant le projet et nous avons ensuite recruté nos coachs et nos professeurs. Et finalement, nous avons lancé notre projet en septembre 2020. Donc, nos partenaires clés pendant ce temps étaient en premier le Collège de Lille. Donc, nous avons formé des gestionnaires et leaders en profitant de l'expertise du Collège boréal. Et cette formation à distance a permis aux personnes qui étaient hors province de participer. En plus, le programme post-diplôme était reconnu par le Collège de Lille, qui était un atout pour nos diplômés. Avec l'Association des centres de la petite enfance francophone de l'île du Prince-Édouard, une formation aux directions et gestionnaires des garderies francophones a été offerte et les frais de scolarité étaient payés par l'association. Donc, les enjeux, certainement, nous avons livré notre formation en plein milieu de la pandémie. Donc, puisque les éducatrices et les professionnels du domaine étaient des travailleuses essentielles, ça voulait dire que parfois, ils travaillaient de longs quarts d'heure. Donc, les études à distance et les études en général étaient moins intéressantes pendant ce temps-là. Donc, on a vu que nos inscriptions n'étaient pas à l'ampleur prévue. Mais nous avons quand même eu de beaux résultats. Nous avons eu 6 étudiantes de l'île du Prince-Édouard qui ont complété avec succès le programme en obtenant leur post-diplôme en administration en service à l'enfance. Non seulement est-ce qu'elles ont reçu un diplôme du Collège boréal, mais le diplôme était reconnu du Collège de Lille et elles ont pu obtenir un 2e diplôme du Collège de Lille. Donc, 2 diplômes pour un même programme. En total, 43 participantes se sont inscrites au microcertificat entre septembre 2020 et mars 2022. Et dès mars 2020, nous avions eu 15 participantes qui ont terminé les microcertificats. Et nous avons encore quelques-unes qui sont en train de les compléter. Donc, le Collège boréal est bien positionné pour l'offre de la formation continue dans le domaine de la petite enfance. Nous avons des étudiantes qui nous parviennent de partout au Canada, non seulement en Ontario. Et d'autres projets se sont réalisés après ce projet. Donc, un programme d'accompagnement leadership pédagogique pour les gestionnaires de l'ACPE, FIPE, en collaboration avec le Centre d'innovation sociale de l'enfant et de la famille du Collège boréal, a été mis en place. Et nous avons développé 3 cours en ligne pour le Collège de Lille avec le Centre de leadership et d'innovation pédagogique du Collège boréal. Et l'offre de nos 4 microcertificats continue toujours.
Donc, cela met fin à ma présentation. J'aimerais vous remercier d'avoir été ici aujourd'hui. Si vous voulez plus de renseignements au sujet de notre secteur, je vous invite à consulter le site Web à l'écran ou de nous envoyer un courriel à l'adresse que vous voyez. Et j'aimerais encore une fois remercier la CUFC pour leur appui pendant ce beau projet. Et j'aimerais aussi remercier les autres partenaires pan-canadiens. Merci, Madame Roy. Je vous inviterai à ouvrir votre caméra et venir me joindre pour une brève discussion. Excellent. C'est formidable que vous avez réussi à pérenniser les micro-certificats parce que vous avez commencé le projet quand même en pleine pandémie. Puis là, vous êtes en mesure de poursuivre ce travail, ce programme. Donc, bravo à vous. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Excellent, ça va super bien. On a un commentaire directement dans la boîte de chat qui dit merci beaucoup du Collège de Lille. Nous sommes très reconnaissants de cette collaboration et je vois la différence sur le terrain lorsque je travaille avec nos centres pendant nos stages à Lille. Merci. C'est valorisant hein, de voir ces beaux commentaires. Excellent. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Mme Roy, inscrivez-les directement dans la boîte de questions-réponses. Ça va me faire plaisir de pouvoir lui poser. Qu'est-ce qui vous a incité au Collège Boréal, Mme Roy, de miser sur un programme axé vraiment sur le leadership du secteur de la petite enfance? Mais on sait qu'il y a une pénurie dans le domaine de la petite enfance, mais cette pénurie-là, il faut l'approcher de différentes façons. Donc, c'est non seulement la formation initiale, mais c'est aussi de mettre en place une formation pour soit les leaders qui sont en place ou les éducatrices qui voudraient devenir des leaders dans le futur. Donc, on sait que les leaders, les directions, les gestionnaires jouent un rôle important dans l'encadrement des éducatrices qui sont en poste. Donc, ce projet ou ce programme, cette formation permet aux gens qui travaillent déjà dans le domaine de se perfectionner, de développer des nouvelles compétences en leadership. Puis pour les éducatrices, peut-être qui ne sont pas dans un poste de gestion, ça les permet de s'épanouir dans le domaine. Et on espère que ça permet une rétention des éducatrices qui travaillent dans le domaine actuellement. Puis on avait remarqué aussi qu'il y avait une lacune dans la formation des leaders spécifiquement en petite enfance. Donc, ce projet avait également comme but de combler ce besoin. C'est très bon parce que, veux pas, en tant que personnel éducateur, on a un rôle de leadership à jouer avec les enfants. Également aux yeux des parents aussi, hein? On veut vraiment bien influencer positivement les prochains leaders à prendre la place dans notre société qui sont les petits que nous accueillons dans nos centres de la petite enfance francophone. Selon les retombées de vos formations jusqu'à présent, comment diriez-vous qu'elles répondent spécifiquement aux besoins des professionnels évoluant vraiment dans notre francophonie en contexte minoritaire? Bien, premièrement, nos formations et nos cours ont été développés par des professionnels, des experts du domaine. Donc, ces personnes ont pu développer du contenu qui était pertinent au domaine et qui était actuel aussi. Donc, dans nos cours, on incorporait des mises en situation qui étaient réelles et qui étaient dans le domaine de la petite enfance auxquelles les étudiantes pourront faire face plus tard dans leur carrière. Donc, ça les préparait vraiment pour le domaine en situation francophone. En plus, nos formations sont offertes aussi, comme j'ai mentionné, en mode hybride. Donc, ça veut dire qu'il y a une composante Zoom en soirée. Donc, ça permettait aux éducatrices ou aux professionnels du domaine de se former en soirée puis de continuer à travailler, soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, puis en plus, si elles devaient s'absenter, les séances Zoom étaient enregistrées. Donc, elles pouvaient ensuite regarder l'enregistrement et se rattraper. Donc, c'était vraiment une formule qui visait une communauté francophone ou des professionnels francophones qui travaillent dans le domaine. Ça permet vraiment de voir la flexibilité du collège aussi pour être à s'adapter au contexte des centres de petite enfance parce que, évidemment, le manque de personnel, de ressources humaines est quand même très fort en Ontario et ailleurs. Donc, c'est important de pouvoir offrir les enregistrements puis la formation en soirée. Dans le chat, on voit aussi quelqu'un qui mentionne, c'est très inspirant. Je pense que ça répondra à des besoins professionnels au Québec dans notre réseau éducatif à la petite enfance. Donc, très beau commentaire. Merci, Mme Roy, pour votre implication dans ce projet qui sera vraiment porteur pour professionnaliser
le secteur de la petite enfance, puis augmenter la valorisation du personnel éducateur. Donc, accueillons maintenant nos invités à se joindre à moi pour une dernière discussion. N'oubliez pas, si vous avez des questions-réponses à faire, inscrivez-les directement dans la boîte de questions-réponses et ça me fera plaisir de pouvoir les poser. Si jamais vous avez des questions directement à certaines de nos invités, oui, parce qu'on est seulement des filles aujourd'hui à cette séance, n'hésitez pas à mentionner à qui s'adresse votre question, sinon ce sera une question que je vais poser aléatoirement. De quelle façon, j'ai une première question pour vous, mesdames, de quelle façon vos formations outillent-elles les apprenants-apprenantes pour la promotion de l'identité et de la culture francophone? Quelqu'un veut se lancer? Je peux lancer, si vous voulez. Vas-y, Madame Thibault. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est que nous, le programme qu'on offrait était en partenariat avec un collège anglophone. Donc, évidemment, on a intégré les notions de la promotion de l'identité et de la culture francophone dans tous nos cours du programme, mais plus particulièrement aussi dans les cours en interaction avec la famille, les communications, les stratégies d'intervention. Puis, est-ce que vous voyez une augmentation de la fierté ou même un sentiment d'appartenance auprès des participants ou des apprenants-apprenantes à vos programmes? Si la question s'adresse à nous, c'est trop tôt parce que notre programme, on va le lancer en janvier, en fait. Donc, on ne peut pas encore, mais on est convaincu que oui, on va voir une différence, mais dans le moment, on n'est pas en mesure de répondre à cela. Parfait. Est-ce que vous, Madame Roy, au Collège Boréal, est-ce que vous voyez cette augmentation de la fierté à la francophonie? Mais je pense que c'est bien pour nous. Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on a des étudiantes qui venaient un peu partout au Canada. Donc, ce n'était pas juste des francophones de l'Ontario, c'était vraiment des francophones de partout. Puis, on avait parfois des nouveaux arrivants ou des nouveaux Canadiens qui se présentaient à nos cours. Donc, ça leur permettait un petit peu de vivre leur propre culture puis de s'exprimer dans l'art français. Puis, je pense, selon moi, ça, c'est quelque chose qui est valorisant pour un francophone, d'être capable d'aller aux études, puis d'être capable de s'exprimer de sa façon, puis ensuite de partager ça ou d'avoir cette fierté de culture-là aussi. Puis ça se répand aussi, on le sait, aux enfants aussi, quand ces éducatrices-là ensuite vont en garderie, puis peuvent aussi partager ce sentiment-là avec les enfants. Exactement, merci. Je pense que j'avais vu, Madame Georges, vous étiez pour répondre juste avant que je donne la parole à Madame Roy. Nous, c'est comme Isabelle, notre programme, on a seulement eu notre approbation du ministère en septembre de cette année, donc il va seulement être lancé en septembre l'année prochaine, pour s'assurer d'avoir le temps de tout mettre en place. Donc, on ne peut pas vraiment voir encore le résultat, mais c'est sûr que c'est un besoin aussi. On a beaucoup d'éducateurs de nos étudiants qui sont de culture, qui viennent de l'immigration, donc qui viennent d'ailleurs donc pour le contexte, pour une compréhension. Et beaucoup d'enfants dans nos centres aussi viennent de l'immigration, donc c'est certain que ça va être un apport pour eux, une meilleure compréhension, puis être fiers de leur culture et de partager aussi leur culture. Puis on parle souvent d'insécurité linguistique, donc ça aussi, ça va certainement pouvoir appuyer qu'on n'a pas un seul français correct. Et tous les Français ont leur richesse à apporter, autant pour les enfants que pour les éducateurs. Donc, il ne faut pas avoir cette insécurité linguistique-là. Et la diversité culturelle, je pense, va être un plus. C'est un très bon point, hein? Notre belle francophonie, elle est diverse et tous les accents sont belles. On a une première question dans la boîte questions-réponses de M. Normand. Dans quelle mesure interagissez-vous avec le corps professoral des autres disciplines enseignées dans votre établissement pour développer votre nouvelle offre de programmes et de micro-certificats? Quelqu'un veut répondre à cette grande question? Est-ce que vous avez une belle collaboration? Puis comment que vous alignez vraiment votre programme avec des matières, des disciplines qui sont déjà enseignées dans vos établissements? Je peux répondre peut-être. C'est pas peut-être pas en petite Allez-y. enfance, mais avec la création de ces micro-certificats-là, c'était vraiment une première pour le Collège Boréal. Puis après qu'on a lancé ça, puis qu'on a vu qu'il y avait quand même une valeur ajoutée aux micro-certificats, il y en a d'autres qui ont été développés dans d'autres domaines en collaboration avec d'autres professeurs dans divers domaines. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. On est en train de songer à quel autre type de micro-certificat on pourrait offrir, comme par exemple dans le domaine d'affaires.
Donc, ça a vraiment ouvert les portes, non seulement pour la petite enfance, mais pour la livraison, différents modes de livraison de nos autres programmes aussi. Excellent. Est-ce que d'autres personnes aimeraient ajouter à la réponse de Mme Roy? Peut-être que nous, dans notre projet, lorsqu'on a formé le comité directeur pour lancer le projet, on s'est assuré d'avoir aussi pas seulement des membres professionnels de la petite enfance, mais on avait aussi comme un membre professeur au niveau du collégial en administration, donc aussi du côté des aides enseignants. Donc, ce qui fait que on a quand même eu ce point de vue-là aussi d'autres collaborateurs du collégial. Donc, une bonne collaboration aussi. Excellent. Merci, Mme Georges. Selon vos expériences, en quoi la transmission en format virtuel des connaissances en petite enfance peut-elle vraiment représenter des défis? Est-ce que ça a des défis quand c'est en mode virtuel? Est-ce que vous n'avez rencontré? Je commence, je lève la main. Oui, allez-y. Ça me parle beaucoup cette question. J'aime beaucoup parce que je trouve que tout le monde, nous, on est tout le temps sous la manipulation des écrans, des équipements, etc. Donc, personnellement, je ne vois pas des gros... je ne vois que des atouts, en fait. Pour notre côté, mais j'imagine pour tout le monde. En fait, nous, on accompagne tous ceux qui veulent évidemment suivre les formations et pour se familiariser avec notre plateforme, etc. Donc, la seule chose que je trouverais un peu un défi serait de ne pas oublier un peu la touche humaine. Donc, aider à créer des échanges entre les étudiants et les enseignants ou étudiants, enseignants à travers une plateforme qui reste quand même virtuelle. Donc, ne pas oublier ce petit composant humain. Exact. C'est un petit, vous avez mentionné, mais vraiment, la composante humaine est super important. De ne pas oublier que derrière les écrans, il y a un cœur en arrière de ça, puis ce sont des gens aussi très inspirés et très, très axés sur le développement de l'enfant. Donc, passionnés aussi. On rencontre le personnel éducateur, ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier. Donc, très bonne, peut-être à vous emmener, Mme Murciano, peut-être à mentionner quelles sont les occasions et les bonnes pratiques dans l'offre virtuelle. Oui, oui, tout à fait. Justement, c'est pour ça qu'on essaie justement de créer des groupes, des micro-groupes, des échanges, visioconférences, des petits sous-groupes. Ouais. Exact. Est-ce que d'autres personnes ont des bonnes pratiques à mentionner? On en a mentionné tantôt dans vos présentations, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi par rapport à l'offre virtuelle, autant les enjeux que les occasions? Moi, je pourrais donner un enjeu peut-être. Je prends la parole. En lien peut-être avec un point que nous, on avait fait. On voulait faire le sondage auprès des élèves du secondaire. C'est aussi en lien avec un enjeu. On a très peu d'étudiants du secondaire qui viennent suivre notre programme parce qu'il est complètement en ligne. Donc, nous, on voulait savoir, parce que je pense que c'est un des défis pour ces étudiants-là qui sont jeunes, ce côté humain, de pouvoir être en présentiel, avoir le contact plus avec la pratique dans les salles de classe. Donc, c'était pour ça qu'on avait voulu avoir l'avis des étudiants au secondaire pour avoir leur intérêt dans la petite enfance, puis leur intérêt avec délivrance en mode présentiel ou aussi en mode en ligne pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer un peu plus les jeunes qui sortent du secondaire à venir suivre les programmes en ligne. Parce que la plupart, ce sont ceux qui travaillent, donc ils peuvent faire en pratique, ils peuvent faire des exercices pratiques et mettre en pratique directement ce qu'ils voient en ligne. Mais pour des jeunes qui sortent du secondaire puis qui ne travaillent peut-être pas encore, on peut voir ça comme un plus de dire, ben, vous pouvez déjà aller entrer sur le marché du travail tout en faisant vos études, mais pour les jeunes, généralement, ils aiment avoir l'aspect d'étudiants collégial en présentiel ou universitaire. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour motiver à peut-être suivre et aller plus à faire des études en ligne. Donc ça, c'était peut-être le côté de défi. Puis, est-ce que vous avez eu la chance de consulter ces jeunes du secondaire? Non? Non, malheureusement, ça a tombé en pleine pandémie où les écoles ont toutes fermé, où les écoles ont eu beaucoup de choses à gérer pour le retour en virtuel ou quoi. Donc, notre sondage, malheureusement, n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin.
Mais c'est sûr qu'on pourrait peut-être faire un suivi, puis je relance une fois un sondage auprès des étudiants. Ce serait très intéressant de voir les données. On aimerait avoir la collecte de données pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer et attirer plus de jeunes à venir, même si c'est en ligne. Exact. Puis dans les consultations, parce que certaines d'entre vous avez eu beaucoup aussi de partenariats que vous avez faits, quelles ont été les retombées ou peut-être les éléments qui, dans les collaborations, là, qui ce sont des pratiques gagnantes, puis que vous avez besoin de continuer à miser sur ces pratiques-là pour pouvoir développer et poursuivre vraiment vos initiatives? Je peux répondre. Le premier élément qui me vient à l'esprit, je pense que c'est important de garder des canaux de communication constants avec la communauté. Souvent, des fois, les collèges, il faut qu'on soit vraiment bien connectés, voir c'est quoi la réalité. Les réalités peuvent changer très souvent. Fait que pour nous assurer qu'on répond toujours aux besoins de la communauté et des réalités de notre communauté dans chacune de nos provinces respectives, je pense que la communication doit être permanente. Et voilà. Excellent. Merci, Mme Thibault. Est-ce qu'une autre personne aimerait ajouter à la réponse? C'est pas mal similaire partout. Oui. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la boîte de questions-réponses pour ce webinaire de nos participants? Bien, merci à vous tous, vous toutes, d'avoir participé aujourd'hui. Ceci met fin à notre 5e séance virtuelle de l'événement Plein Feu sur les projets. Un grand merci à nos invités pour votre participation aujourd'hui. Ce fut fort agréable d'entendre et de découvrir vos initiatives. Nous aurons une petite pause d'une 20aine de minutes avant notre dernière séance de cet après-midi qui s'intitule vraiment Plein Feu sur des formations initiales et continues accessibles en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Ça va débuter à 15 heures directement. Vous avez les informations aussi dans la boîte de chat. Vous souhaitez découvrir les prochaines présentations, vous pouvez vous connecter directement au même lien. Puis c'est facile, gardez ce même lien-là ici pour la semaine prochaine, le 13 décembre. Ça sera notre dernière série de webinaires. À noter que toutes les séances sont enregistrées et seront disponibles dans les jours suivant les séances sur la page web Plein Feu sur le site web directement de l'ACEFC, comme indiqué dans la boîte de clavardage qui va être insérée sous peu. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve à nouveau dans quelques minutes avec le même lien. Donc, à tout de suite. Merci.